Bonjour, Bonjour. je suis Sandrine Marcadet, je travaille à la Faculté des métiers CCI Les Vilaines en tant qu'ingénieure formation. Bonjour, bienvenue à tous. Magali Onin, je suis infirmière et formatrice au sein de la Faculté des métiers et la CCI. Nous allons aujourd'hui vous présenter ce module qui est une sensibilisation aux bonnes pratiques pour vous faciliter leur appropriation et leur mise en place au sein de votre établissement. Donc, dans votre secteur d'activité de l'hôtellerie, de la restauration, le but de ce module est tout simplement d'informer et rappeler les mesures et les bonnes pratiques pour vous protéger, vous, vos collègues et vos clients. Tout d'abord, quelques généralités sur le Covid-19. Magali, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est le Covid-19 ? Tout à fait, Sandrine. Donc, le Covid-19 fait partie de la famille des coronavirus, une famille de virus qui provoque certaines maladies allant d'un simple rhume, tout comme les rhumes saisonniers, à des pathologies beaucoup plus sévères, comme les détresses respiratoires qu'on a pu observer déjà auparavant avec les MERS, le SRAS ou le Covid-19. Et pourquoi, du coup, est-ce dangereux, ce Covid-19 ? Alors, ce Covid-19 présente une très grande contagiosité. Chaque personne infectée peut être amenée à contaminer au moins 3 personnes en l'absence de mesures de protection. Et une personne contaminée qui ne ressent pas encore de symptômes peut elle aussi contaminer d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle un porteur sain. Et ce porteur sain, pendant une durée qu'on appelle la durée d'incubation, peut être porteuse et transmettre ce virus. Sa durée d'incubation peut être de 1 à 14 jours, avec une moyenne en général de 5 jours. Merci Magali, en effet. Et vous pouvez nous dire également quels sont les principaux symptômes du Covid ? Bien sûr. Les symptômes les plus fréquents vont d'une fièvre, d'une fatigue, un nez qui coule, une toux, des maux de gorge également, un essoufflement qu'on peut observer lorsqu'on monte des marches, lorsqu'on marche tout simplement. On observe très régulièrement aussi des courbatures, des frissons et même parfois des diarrhées. Mais dans les formes les plus sévères, on peut constater une forte fièvre qui peut même aller jusqu'à un malaise. On peut observer également des difficultés respiratoires qui peut aller jusqu'à la pneumonie et également une insuffisance rénale. Merci pour ces informations très précises. Après ces généralités, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Magali, comment se transmet cette maladie ? Oui, cette maladie se transmet de différentes façons. La première, la plus connue, est tout simplement par projection de gouttelettes. Les gouttelettes, c'est tout simplement les poustillons qui peuvent être contaminés par une personne porteuse et en toussant, en éternuant ou avec des contacts étroits, en l'absence de mesures de protection. Les gouttelettes contaminées peuvent être inhalées par la personne saine qui va alors déclencher la maladie. Un autre mode de transmission, ce qu'on appelle le contact indirect, c'est tout simplement lorsqu'il y a des objets ou des surfaces contaminées par le virus. Le virus, si jamais une personne pose sa main au niveau des surfaces contaminées, si cette personne reporte à son visage les yeux, la bouche, le nez, elle peut alors contracter le virus. Et là, vous avez donc présenté différents temps pendant lequel le virus peut être encore considéré comme vecteur au niveau des surfaces. Et enfin, le contact direct, tout simplement une poignée de main, une accolade, une bise entre une porteuse saine et une personne porteuse du virus. Très bien, donc on voit bien que c'est un virus qui se transmet avec différents modes assez facilement, qui est très contagieux. La question un peu essentielle, comment fait-on pour se protéger et surtout, comment peut-on protéger les autres ? Tout à fait. Donc des mesures que vous connaissez déjà, puisqu'on a beaucoup parlé durant ces 2 derniers mois, c'est tout simplement les gestes barrières qu'il va falloir adopter et adapter évidemment à ce virus. Alors ça passe par des mesures simples d'hygiène. Tout d'abord, l'hygiène des mains, soit par lavage régulier des mains ou alors avec une friction avec une solution hydroalcoolique, ce qu'on appelle les gels hydroalcooliques que vous retrouvez à plusieurs endroits. Mais également, dès que vous utilisez un mouchoir et évidemment un mouchoir à usage unique, il est très très important de le jeter directement à la poubelle.
Les autres gestes barrières vont être, par exemple, si vous sentez le besoin d'éternuer, ou de tousser, eh bien, privilégiez un éternuement ou une toux dans votre coude ou dans un mouchoir que vous évacuerez ensuite dans une poubelle. Et enfin, évitez donc tous les contacts directs, c'est-à-dire on évite de se saluer en se serrant la main, on évite les accolades et les embrassades. Une autre mesure extrêmement importante est tout simplement la distanciation sociale qui va être préconisée, et cette distanciation est de 1 mètre entre chaque individu. Un mnémotechnique, le 4M, à savoir le masque, les mains, 1 mètre, et puis le temps de contact, c'est-à-dire les minutes. Plus le temps de contact entre des personnes potentiellement infectées, plus on augmente ce temps de contact, plus le risque de contagiosité est élevé. Juste un rappel extrêmement important, au niveau de l'application des solutions hydroalcooliques, il est important d'utiliser plutôt l'avant-bras ou le coude lorsque vous appuyez sur la pompe d'hydrogène pour éviter de contaminer cette pompe avec votre main qui est potentiellement contaminante également. Merci beaucoup Magali pour ces informations très précises sur le Covid. Nous allons passer maintenant dans cette seconde partie sur le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, oui. Savoir comment mettre en place les bonnes pratiques et déjà pourquoi les mettre en place. Est-ce qu'elles existent déjà? Comment faut-il les renforcer? Tout à fait. Donc, ces mesures existent déjà pour les professionnels du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, mais il est important de les renforcer et surtout de les systématiser lorsque vous accueillez vos clients. Alors, ces mesures ont pour but de vous protéger de protéger vos collègues, de protéger évidemment les clients. Et en respectant ces mesures, c'est aussi un message que vous passez à vos clients, tout simplement un message de réassurance pour qu'ils puissent toujours avoir confiance en vous. C'est aussi une façon de prendre soin, tout simplement, de vos clients et d'assurer une hospitalité vraiment qualitative. Et puis en fait, à travers ces mesures de protection, vous allez conserver la confiance avec votre client. Est-ce que vous pouvez nous expliquer avant la réouverture, par exemple, d'un établissement ou au moment de la réouverture, est-ce qu'il y a des points précis à penser, à mettre en place dans le cadre de son organisation avant d'ouvrir? Tout à fait. C'est vraiment un travail en amont qui se prépare avant cette ouverture. Ce travail en amont doit vraiment être organisé, discuté en équipe. Déjà, dans un premier temps, il va falloir afficher des affiches qui sont diffusées, que vous pouvez retrouver sur des sites internet de référence, qui va présenter les différentes recommandations. Et ces affiches doivent être visiblement, visibles pour tous les clients, Ensuite, il va falloir s'assurer aussi que tout ce qui est consommable, à savoir les masques, les charlottes, le gel de solution hydroalcoolique, les savons, les essuie-mains à usage unique, vont être bien approvisionnés et qu'il va y avoir une bonne gestion des stocks. Ensuite, tout ce qui est flux entre l'entrée des clients, la sortie de vos clients va devoir également faire l'objet de mesures spécifiques et d'une bonne surveillance, d'une vigilance et d'une concertation entre vous. Et puis évidemment, de bien marquer, de signaler la distance sociale aux endroits stratégiques, là où il y a un risque de croisement de clients. Est-ce qu'il y a des éléments précis également à voir au niveau du personnel ? Bien sûr, au niveau de l'organisation, tout simplement, des plannings, des horaires. Donc, ajuster les plages horaires, en fait, en fonction de l'évolution de votre activité, des rushs dans votre établissement ou pas. Également, réfléchir aux horaires d'ouverture hebdomadaires. Ce qui va être très, très important également, ça va être de privilégier le fonctionnement, en équipe fixe. Et puis de préparer et d'adapter les procédures des salariés, donc à savoir les plannings, les horaires, comme je vous le disais à l'instant, d'assurer également une information et une communication de qualité avec le personnel, en l'occurrence vous, puisqu'il peut y avoir des zones d'incertitude, d'inquiétude, et ça va être important que vous puissiez en discuter en toute transparence et en confiance avec vos responsables. Et ce qui va être extrêmement important, c'est de
désigner un référent protocole sanitaire qui sera une personne de référence quand vous avez des questions, une personne qui sera à même de vous répondre et de vous aiguiller par rapport à des mesures spécifiques. Et puis, ce qui semble important également, c'est d'organiser au sein de votre établissement des réunions régulières afin d'échanger si jamais il y a des stratégies nouvelles, des nouvelles recommandations en vigueur, et d'informer et de réfléchir à la mise en place de ces nouvelles recommandations si elles si elles arrivaient. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose maintenant d'aller un peu plus précisément sur certains points. Par rapport aux règles d'hygiène en général, est-ce que vous avez des conseils, des préconisations à faire aux professionnels du secteur hôtellerie-restauration, Magali ? Ouais. Tout à fait. Donc, ces mesures d'hygiène, comme je vous le disais, des mesures que vous connaissez déjà, que vous pratiquez, mais qu'il va falloir à ce moment-là renforcer et d'avoir une vigilance particulière. Donc, au niveau hygiène, ça va être essentiellement au niveau de l'hygiène des mains qui va devoir être systématisée, renforcée. Donc, comme je vous le disais, soit avec un savonnage qui doit durer plus de 20 secondes et un bon séchage pour éviter que vos mains s'abîment. Et sinon, il y a la possibilité des frictions avec une solution hydroalcoolique qui a une action virucide, donc qui permet de ne pas transmettre le virus. Il y a également la désinfection des surfaces de contact avec des produits adaptés qui seront mis à votre disposition. Une vigilance également particulière au niveau de la gestion des flux entrants. Quand je dis les flux entrants, c'est tout simplement le matériel, l'approvisionnement, les produits qui vont arriver chez vous. Donc éviter toute contamination par les produits qui vont arriver d'extérieur, par des prestataires par exemple. Alors ce qui est préconisé actuellement, c'est que vous puissiez être deux lors de la réception, tout simplement une personne qui va ouvrir les cartons et l'autre personne qui va prendre les produits et les mettre dans les zones de stockage. Et puis le nettoyage des produits livrés. Et enfin, pour tout ce qui doit sortir de votre établissement, donc ce qu'on appelle les flux sortants, il va être important d'éviter justement une propagation, donc d'éviter la contamination par les flux sortants, c'est-à-dire tout ce qui va devoir sortir devra être mis dans des sacs bien fermés. Donc le linge sale, vos déchets, comme vous le faites de toute façon habituellement. Donc une vigilance particulière à éviter le croisement entre les flux entrants et les flux sortants, tout simplement. Et avec à chaque fois, j'imagine, un lavage des mains systématique. Bien évidemment. Voilà. Toujours lavage des mains avant, lavage des mains après avoir, par exemple, ouvert des cartons qui pouvaient venir de l'extérieur ou alors après avoir déposé du linge sale ou un sac de déchets, tout simplement. D'accord. En lien avec l'hygiène, est-ce que en termes de nettoyage, il y a des règles spécifiques à mettre en œuvre ou est-ce qu'on parle même peut-être plus aujourd'hui de désinfection que de nettoyage peut-être ? Alors, la désinfection, effectivement, est un aboutissement et ça passe toujours par une étape de nettoyage. On ne va pas désinfecter quelque chose qui est sale. Donc, cette étape de nettoyage va avoir pour but de retirer les saletés, alors que justement, la désinfection est là pour éviter le mode de contamination virucide. Donc, ça va passer par un plan de nettoyage, donc une planification de nettoyage et de désinfection des surfaces qui vont être vraiment adaptées. Une vigilance également par rapport à la température que vous allez utiliser pour tout ce qui est vaisselle, tout ce qui est également le linge. Donc actuellement, les préconisations qui seront peut-être amenées à évoluer, mais actuellement, on est sur du 60 degrés au niveau de la température de l'eau. On a également donc toutes ces étapes de nettoyage qui doivent être augmentées. Le mieux, je pense, ce serait de planifier, de mettre des feuilles tout simplement avec un planning de nettoyage et que ça puisse être coché par une personne pour assurer cette sécurité en cas de contrôle, tout simplement. Et puis, d'utiliser des produits de nettoyage et de désinfection adaptés, donc comme je vous le disais, virucides, et surtout d'adapter les conditions de stockage pour vos produits et vos denrées. Très
Très bien, merci beaucoup Magali pour toutes ces informations très précises. Pour entrer un peu plus encore dans le détail, on parle évidemment beaucoup des gestes barrières. Au sein de mon établissement, est-ce qu'il y a des choses à penser en amont et puis à appliquer par rapport à ces gestes barrières? Ouais, tout à fait. Ces gestes barrières sont vraiment garant de la qualité de service et de confiance que vous pourrez apporter auprès de vos clients. Donc déjà d'éviter les regroupements entre les clients, les salariés, même si quelquefois, ça demande aussi une vigilance et une responsabilisation des clients, mais aussi une responsabilisation des salariés. Comme je vous le disais, le respect des distanciations sociales, je vous le rappelle, d'1 mètre, et puis également de limiter le nombre de personnes dans une même zone et surtout d'organiser les flux du public pour limiter que les publics, les clients ne se croisent. Donc ça veut dire aussi réfléchir à une procédure lorsque vous avez plusieurs services ou lorsqu'il y a un service à 20h, mais qu'il y a des clients qui vont encore arriver à 20h05, 20h10, 20h15, d'avoir une vigilance et de les sensibiliser justement à ce respect de croisement, tout simplement. Et puis, d'autres mesures, ça va être tout simplement d'installer des barrières physiques additionnelles. Vous avez déjà vu dans les mois précédents, dans les supermarchés ou autres, à la boulangerie, des installations de barrières physiques additionnelles, tout ce qui est plexiglas par exemple, ou des vitres, qui vont être temporaires, mais ça va permettre de réduire les flux et surtout au niveau de la circulation de l'air. Et évidemment, c'est plus difficile d'embrasser quelqu'un à travers une vitre, donc les contacts directs vont être limités. Et puis ce qui va être très important, ça va être le marquage au sol, les affichages pour des personnes qui doivent se diriger dans un hôtel, par exemple, avec un sens de circulation qui peut être marqué au sol avec tout simplement des rubans adhésifs de couleur éventuellement. Et ce qui va être très important, c'est d'accompagner les clients avec des consignes orales pour avoir une meilleure explication et une meilleure sensibilisation de vos clients. Pour les restaurateurs en général ou pour ceux qui ont un point de restauration, ça peut être un hôtel avec le petit déjeuner, est-ce qu'il y a des gestes barrières à mettre en place ou à réfléchir pour une mise en place à ce niveau-là également? Oui, tout à fait. Si on prend pour exemple le personnel de cuisine, il devra avoir une grande vigilance justement sur le respect de cette distanciation, entre les postes de travail. Sinon, si ces distanciations on a des doutes, d'emblée, port du masque et port de charlotte. Pour le personnel en salle, il est de rigueur de se laver les mains régulièrement ou avec une friction hydroalcoolique, comme je vous l'expliquais en début de session. Et puis, une recommandation également, c'est lorsque vous êtes amené à servir une table, il serait important que cette table soit assurée par une seule et même personne tout au long du service. Par ailleurs, pour la présentation des menus, ce qui se pratique dans beaucoup de restaurants actuellement, c'est des menus sur ardoise ou sur un pan de mur. Et sinon, énoncé à l'oral, là, il va falloir faire preuve de mémorisation. Bon courage. Et puis donc, des bornes de gel hydroalcoolique qui vont être mis à disposition également des clients. Et puis surtout, donc au niveau des tables, actuellement, les recommandations sont de 10 personnes maximum par table. Très bien. Bon, c'est vrai que c'est très précis, on y voit un peu plus clair. De façon générale, évidemment, un moment important aussi dans le lien avec le client, c'est au moment du paiement. Tout à fait. Il y a aussi le risque de contact. Comment faut-il gérer les paiements? Qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire? À quoi faut-il penser en amont? Donc, beaucoup de clients ont pour habitude maintenant, et plus particulièrement ces 2 derniers mois, de privilégier le mode de paiement sans contact. Donc, soit en prépaiement, soit par des virements. Et sinon, évidemment, les cartes bancaires sans contact, d'autant plus qu'on sait que les banques ont augmenté le niveau de paiement sans contact, le montant, et puis également le QR code.
crois que le montant est passé à 50 €, c'est ça, Magali? Exact, tout à fait. Non, à ma connaissance, c'est 50 €. Et par ailleurs, si des clients souhaitent le règlement en espèces, sachez que vous devez aussi pouvoir accepter le règlement en espèces. Donc là, effectivement, il y a une vigilance à avoir. Ce qui est préconisé, c'est tout simplement que les clients mettent l'espèce dans une soucoupe pour éviter qu'il y ait un contact de main à main, tout simplement. Et donc, bien informer auprès des clients justement ces mesures, avec une communication qui peut être présentée sous forme d'affiches, et puis évidemment d'accompagner ces affiches par vos mots et vos explications à l'oral. Communiquer. Tout à fait, communiquer et communiquer encore et encore. Pour rassurer. Ouais. Est-ce que, au-delà de rassurer également, est-ce que je dois prévoir des éléments spécifiques pour protéger, par exemple, le personnel qui est aussi à l'encaissement? Est-ce qu'il y a des choses à prévoir dans le cadre de la désinfection? Ouais, tout à fait. Donc, comme je vous le préconisais tout à l'heure, tout ce qui est plexiglas, vitres pour éviter la contamination par gouttelettes, de désinfecter également, se désinfecter les mains après chaque manipulation, que ce soit de la monnaie, des espèces, des tickets resto, des cartes resto ou autres, chèques vacances par exemple. Et puis évidemment désinfection du TPE. Alors certaines entreprises, certains établissements ont eu l'idée de mettre type cellophane au niveau du TPE. Clairement, mieux vaut décontaminer le TPE à chaque fois, ou alors si vous utilisez un film plastique, il va falloir à chaque fois retirer le film plastique, puisque celui-ci peut lui-même être contaminé si une personne était porteuse et a tapé son code sur ce film plastique, tout simplement. Et enfin, s'il y a des chèques ou une American Express qu'on doit signer, eh bien, inviter le client à prendre son propre stylo, ou alors mettre à disposition des stylos. Avec votre logo, c'est pas mal pour la pub. Et si jamais vous n'avez pas ces différents moyens, si vous avez seulement 1 ou 2 stylos à disposition dans un pot près de vous, il vous sera obligatoire de décontaminer à chaque manipulation le stylo, qui lui-même peut être vecteur de ce virus. Et si il n'y a pas de terminal de paiement, puisque tout le monde n'est peut-être pas équipé, est-ce qu'il y a des solutions? Tout à fait. Donc, il y a des nouvelles solutions via les smartphones, avec des applications par exemple Apple Pay, Samsung Pay également. Voilà. Et puis il y a tout ce qui est les objets connectés sont également de plus en plus performants et offrent de nouvelles fonctionnalités. Garmin Play par exemple. Donc il y a des offres en ligne aussi pour les TPE. Vous pouvez vous rapprocher à ce moment-là de vos banques, qui pourront par exemple vous préconiser différents autres modes. Merci Magali. Alors ça fait beaucoup d'informations. Dans un établissement, souvent il y a plusieurs personnes. C'est vrai que toutes ces obligations ou préconisations ne reposent pas sur les épaules d'une seule personne. Bien évidemment. Pour que ça fonctionne, je crois que il faut que ce soit un travail d'équipe, et je crois que c'est ça le message que vous voulez passer également. Que chacun puisse se responsabiliser, aussi bien les salariés, bien sûr les chefs d'établissement sont là aussi pour rassurer, mais c'est très important également que vous puissiez sensibiliser vos prestataires, les différents fournisseurs, le public. La responsabilité de chacun, l'implication de chacun jouera énormément pour regagner la confiance et assurer cette confiance, et surtout un accueil de qualité et de sécurité, évidemment. Très bien. Alors, quand même, avant de terminer, que faire si jamais une personne présente des symptômes de Covid qu'on a vu au départ? Que faut-il faire? Alors, différents cas peuvent se présenter, et selon les cas, évidemment, vous aurez différents axes de procédure. Donc, dans un premier temps, en cas de suspicion, il est impératif d'isoler la personne en la guidant vers un local qui va être dédié.
d'éviter évidemment tout contact avec d'autres personnes. Et dans un deuxième temps, faire appel et mobiliser un sauveteur secouriste du travail ou le référent sanitaire Covid dont on a parlé en début de session. Alors, deux cas se présentent. Soit il n'y a pas de signe de détresse, auquel cas le salarié ou le client devra aller voir son médecin traitant qui lui donnera les marches à suivre, et surtout donc un retour à domicile dans son véhicule personnel et évidemment bien seul. Et on va exclure évidemment les transports en commun. Et ce retour à domicile va devoir s'effectuer évidemment avec un masque de protection. Si jamais il y a des signes de détresse, je les rappelle, une toux, une fièvre, une détresse respiratoire, à ce moment-là, c'est obligatoirement appeler le SAMU, donc par le biais du 15. Dans tous les cas, de toute façon, il est impératif de prévenir le service de santé de travail et de suivre les conseils que ce service de santé vous donnera. Et si le cas est confirmé, à ce moment-là, le service de santé au travail vous donnera les recommandations et il y aura une mise en quarantaine, bien évidemment, derrière. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Magali pour toutes ces informations. Avec grand plaisir. Magali nous propose également, pour vous qui le souhaitez, pour aller plus loin, des modules qui sont spécifiques à certains métiers. Donc il y a 4 modules spécifiques que vous pouvez suivre. Un module cuisine et plonge, un module femme de chambre, un module accueil et service en salle et un module réception jour et nuit. Évidemment, un grand merci à nouveau Magali. Merci à vous. Pour les précisions et votre intervention qui est très pertinente. Et nous remercions également Monsieur Karim Khan, qui est président de l'UMI Bretagne, qui nous a permis de vous fournir un contenu qui soit adapté. Merci, à bientôt. Merci Sandrine, à bientôt.